Il y a une question que mes patients me posent rarement en consultation, non pas parce qu'elle ne les préoccupe pas, mais précisément parce qu'elle les préoccupe trop. C'est une question qui reste souvent dans la salle d'attente, dans la voiture sur le chemin du retour, ou dans les pensées du soir quand on se retrouve seul avec ses réflexions. Et cette question, c'est celle du contrôle. Du contrôle sur son propre corps, sur sa propre sexualité, sur ce moment d'intimité qui devrait être source de plaisir et qui devient parfois source d'anxiété, de frustration et même de honte silencieuse. Je m'appelle docteur Pascal Lebrun. J'exerce la médecine avec une orientation vers la sexologie depuis plusieurs années maintenant. Et si j'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est précisément parce que trop d'hommes vivent avec ce problème sans jamais chercher à le résoudre, convaincus qu'il n'existe pas de solution, ou qu'en parler est une forme de faiblesse. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. L'éjaculation précoce est la dysfonction sexuelle masculine la plus fréquente. Elle concerne entre 20 et 30% des hommes à un moment ou un autre de leur vie, selon les études épidémiologiques. Ce n'est pas une rareté. Ce n'est pas une anomalie. C'est une réalité vécue par des millions d'hommes, et elle est, dans la grande majorité des cas, tout à fait traitable. Il existe un spectre très large de solutions. Des techniques mentales pour maîtriser la montée de l'excitation. Des approches sexologiques pour adapter la façon dont on vit le rapport intime. Des techniques corporelles impliquant les mouvements du bassin et du périnée. Des exercices musculaires ciblés. Des approches comme l'hypnose, la pleine conscience, des programmes structurés. Et des médicaments qui, dans certains cas, apportent une aide significative. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce sont trois techniques spécifiques. Trois approches peu connues, peu discutées, et pourtant remarquablement efficaces pour un grand nombre d'hommes. Elles ne remplacent pas un suivi thérapeutique complet lorsque celui-ci est nécessaire. Mais elles peuvent amplifier les effets d'autres approches, compléter un traitement médicamenteux, ou pour certains hommes, suffire à elles seules à transformer leur expérience. Et tout cela sans modifier fondamentalement ce que vous faites pendant un rapport, sans produit complexe et sans contrainte majeure. Prenez le temps de lire ce qui suit attentivement. Chaque technique repose sur une logique physiologique précise que je vais vous expliquer, parce que comprendre le mécanisme, c'est ce qui vous permettra de l'utiliser correctement et de manière durable. Commençons par la première technique, et je vous préviens d'emblée qu'elle va vous surprendre, peut-être même vous faire sourire. Parce qu'elle fait appel à un mouvement que vous réalisez tous les jours, plusieurs fois par jour, mais dans un contexte très spécifique que vous n'auriez jamais imaginé relié à la sexualité. Il y a un mouvement que nous faisons avec les muscles du périnée, ces muscles profonds du plancher pelvien qui forment la base de votre bassin, que vous réalisez exclusivement dans un seul contexte dans votre vie quotidienne, aux toilettes. Et plus précisément, le mouvement de pousser pour évacuer. Je sais que ce n'est pas l'image qu'on associe habituellement à la sexualité. Mais écoutez la suite, parce que c'est là que quelque chose de psychologiquement intéressant se passe. Ce mouvement de poussée provoque un relâchement de l'ensemble des sphincters et des muscles du périnée. Or, les sphincters impliqués dans le mécanisme éjaculatoire font partie de cet ensemble musculaire. Quand ces muscles sont relâchés de cette façon, le réflexe éjaculatoire est psychologiquement freiné. L'éjaculation est retardée. Le problème, c'est que ce mouvement est tellement associé dans notre corps à un contexte précis qu'on ne sait pas le reproduire à volonté dans d'autres situations. L'objectif de cette technique, c'est précisément de créer cette dissociation, apprendre à réaliser ce mouvement de manière intentionnelle, dans n'importe quelle situation, pour pouvoir l'utiliser à volonté pendant un rapport intime. Voici comment vous entraîner. Plusieurs fois dans la journée, quelques minutes suffisent, et vous pouvez le faire dans n'importe quelle position. Assis à votre bureau, allongé, debout en marchant, peu importe, réalisez ce mouvement de poussée comme si vous vouliez forcer une évacuation. Maintenez cette poussée 2 à 3 secondes, puis relâchez complètement. Reposez-vous quelques secondes, puis recommencez. Vous pouvez alterner avec le mouvement inverse, la contraction comme si vous cherchez à retenir, mais insistez particulièrement sur la poussée, qui est le mouvement le moins intuitif en dehors du contexte des toilettes. Après quelques semaines de pratique quotidienne, ce mouvement deviendra naturel et accessible. Et lors de vos rapports, avant la pénétration ou pendant, dès que vous sentez l'excitation monter à un niveau où vous perdez le contrôle, vous aurez la capacité de réaliser ce mouvement de façon discrète et efficace pour repousser le seuil éjaculatoire. Un point important, je vous conseille d'utiliser cette technique en anticipation, c'est-à-dire avant d'atteindre un niveau d'excitation très élevé. Quand on est à un stade avancé d'excitation, les réflexes neuromusculaires sont déjà largement engagés et il devient beaucoup plus difficile d'intervenir. La clé, c'est d'agir tôt. Une précaution à mentionner. Si vous souffrez d'une hernie inguinale non encore traitée, ou si vous avez des problèmes de fuite urinaire, évitez cet exercice et consultez d'abord un médecin. La deuxième technique va vous emmener du côté d'une plante que vous connaissez très probablement pour un tout autre usage.
Les clous de girofle. Vous les avez peut-être dans votre cuisine comme épices. Certains les connaissent pour leur réputation d'aphrodisiaque dans certaines traditions. Mais ce n'est pas par ce biais qu'ils nous intéressent ici. Ce qui rend les clous de girofle particulièrement remarquables du point de vue médical, c'est leur contenu en eugénol. L'eugénol est un composé dont les propriétés d'anesthésiantes locales ont été utilisées pendant des décennies en médecine dentaire, précisément pour soulager les douleurs dentaires et les inflammations des gencives. Sa composition chimique est proche de celle de certains anesthésiants locaux comme la lidocaïne que l'on retrouve dans des produits conçus spécifiquement pour retarder l'éjaculation. À titre de référence, il existe sur le marché des sprays à base de lidocaïne officiellement conçus et commercialisés pour cet usage. L'eugénol de l'huile de clou de girofle, appliquée localement sur le gland, peut réduire sa sensibilité de façon modérée et temporaire. Et c'est précisément ce mécanisme qui nous intéresse ici. En diminuant légèrement la sensibilité du gland, on ralentit la montée des sensations physiques d'excitation lors du rapport. Et si cette montée est plus lente, l'éjaculation survient plus tardivement. Mais je dois insister sur les précautions d'utilisation parce qu'une erreur de préparation peut provoquer une irritation significative. N'utilisez jamais l'huile essentielle de girofle pure directement sur la peau et encore moins sur les muqueuses du gland. Elle doit impérativement être diluée, soit dans de l'eau, soit dans un lubrifiant intime. On parle d'une toute petite quantité, une goutte, diluée dans une proportion largement supérieure de vecteur. Rincez soigneusement après utilisation. Ne laissez pas l'huile en contact prolongé avec les tissus. N'utilisez pas cette technique si votre partenaire est enceinte ou si l'un d'entre vous présente des pathologies de la coagulation sanguine. Et testez toujours d'abord seul, une première fois, pour observer votre propre réaction, parce que la sensibilité cutanée et muqueuse varie considérablement d'une personne à l'autre. Vous pouvez utiliser cette technique de deux façons. Soit ponctuellement, quelques minutes avant un rapport intime pour réduire la sensibilité pendant ce rapport précis. Soit de façon régulière, 2 à 3 fois par semaine, en dehors de tout rapport, pour produire sur plusieurs semaines une diminution progressive de la sensibilité globale du gland. Cette deuxième approche s'apparente davantage à un traitement de fond qu'à un recours ponctuel. La troisième technique est peut-être celle qui m'est la plus chère à expliquer, parce qu'elle touche à quelque chose de plus fondamental que les deux premières. Elle touche à un schéma comportemental que j'observe extrêmement fréquemment chez les hommes qui consultent pour éjaculation précoce et que beaucoup ne soupçonnent même pas avoir. Ce schéma, c'est la tension. La crispation. L'état de contraction physique chronique qui accompagne l'acte sexuel chez beaucoup d'hommes, particulièrement ceux qui sont préoccupés par leur performance. Et cette tension, qui est souvent totalement inconsciente, est l'un des facteurs qui accélère le plus le réflexe éjaculatoire. Le système nerveux autonome, en état de tension et de vigilance exacerbée, favorise des réflexes rapides et peu contrôlés. Se détendre n'est pas seulement une question de confort psychologique, c'est une intervention physiologique directe sur le mécanisme éjaculatoire. Le problème, c'est que dire à quelqu'un de se détendre pendant un rapport sexuel, c'est à peu près aussi efficace que de dire à quelqu'un qui a le vertige de ne pas avoir peur du vide. On sait bien que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais comment y arriver concrètement? C'est là qu'intervient cette troisième technique. Elle repose sur un exercice très simple, qui se pratique pendant un moment de la journée que vous n'aviez jamais imaginé associé à votre sexualité, le moment où vous urinez. La plupart des hommes urinent de façon active. Ils poussent légèrement, ils gèrent le flux, ils interviennent musculairement d'une façon ou d'une autre. Ce que je vous demande de faire, c'est exactement l'inverse. Asseyez-vous pour uriner, le dos droit, sans vous pencher en avant. Commencez à uriner normalement. 2 à 3 secondes après le début du flux, cessez toute intervention musculaire. Absolument aucun mouvement du bas du ventre. Ni pousser, ni retenir, ni ajuster. Vous devenez un observateur passif de votre propre corps. Vous ouvrez un robinet et vous le regardez couler sans toucher à rien. Les premières fois que vous faites cet exercice, vous ressentirez très probablement une sensation étrange, presque déstabilisante. Parce que vous avez un réflexe profondément ancré d'intervenir activement dans ce processus. Laisser faire sans rien faire créera une sorte de vertige musculaire, une sensation de ne pas savoir comment ne pas agir. C'est normal. C'est exactement ce que cet exercice cherche à générer. Avec la répétition, une fois par jour ou tous les 2 jours, pas à chaque fois que vous urinez, vous allez développer une capacité nouvelle. Celle de relâcher volontairement et consciemment les muscles du plancher pelvien, du périnée, du bas du ventre, dans un contexte de stimulation physique. Et c'est précisément cette capacité que vous transférez progressivement dans le contexte du rapport intime. Quand vous sentez la tension monter, vous aurez accès à ce relâchement que vous aurez appris à produire et l'éjaculation viendra moins rapidement, parce que le terrain musculaire et nerveux n'est plus en état d'alerte maximale.
Ces trois techniques forment ensemble un ensemble cohérent. La première agit sur le mécanisme sphinctérien directement. La deuxième agit sur la sensibilité périphérique. La troisième agit sur la tension neuromusculaire globale qui sous-tend tout le réflexe éjaculatoire. Elles ne sont pas rivales. Elles sont complémentaires. Et combinées avec d'autres approches thérapeutiques ou médicamenteuses quand celles-ci sont indiquées, elles peuvent transformer significativement l'expérience d'un homme dans sa sexualité. Je tiens à terminer par quelque chose qui me paraît aussi important que tout ce que j'ai partagé jusqu'ici. L'éjaculation précoce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas une fatalité génétique que certains hommes portent et d'autres non. C'est une réponse physiologique et parfois psychologique qui a des causes et qui peut donc être abordée avec des solutions. Ce que j'observe dans ma pratique, c'est que l'obstacle le plus fréquent n'est pas l'absence de solution. Les solutions existent, elles sont nombreuses, elles sont accessibles et elles fonctionnent. L'obstacle le plus fréquent, c'est le silence. C'est le fait de vivre avec ce problème pendant des années sans jamais en parler à un médecin, sans jamais chercher de l'aide, parce qu'on a intégré parce que c'est une honte personnelle plutôt qu'un problème de santé comme un autre. Ce n'est pas une honte. C'est un problème de santé comme un autre. Et comme tout problème de santé, il mérite d'être pris au sérieux, abordé avec bienveillance et traité avec les outils appropriés. Si ces trois techniques vous ont apporté quelque chose aujourd'hui, si elles vous ouvrent une perspective que vous n'aviez pas envisagée, c'est déjà un premier pas. Mais si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et structuré, n'hésitez pas à consulter un médecin sexologue. Cette conversation que vous n'avez peut-être jamais osé avoir pourrait changer beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.